Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble avec vous pour commenter l'actualité comme tous les jours vers 11h moins le quart, 11h moins 10. Avec aujourd'hui, alors ils sont tous nouveaux dans ce nouveau studio. C'est une première pour tous. Maintenant peut-être pas vous étiez venus, vous m'avez dit. J'ai fait les vraies voix de l'emploi avec Cécile. Oui, on rend hommage. Et avec Jérôme Lavernier. Avec Jérôme, oui, absolument, à qui on pense. On pense à sa famille. Jean-Baptiste Moreau, ancien député, ancien agriculteur, consultant indépendant. Baptiste Ménard, maire adjoint de Mont-Saint-Barreul. Geneviève Gotzinger, vous êtes présidente de l'agence Image. Bonjour. Bonjour. Et Mickaël Darmon, journaliste politique chez i24 News. Vous avez publié Les secrets d'un règne dans les coulisses d'un quinquennat de crise. Et ça continue, c'est aux éditions de l'Archipel. Pas mal de sujets évidemment autour d'Israël, de la montée de l'antisémitisme. On va parler de cette marche qui a été lancée, l'appel a été lancé hier par Gérard Larcher et Yael Braun-Pivet. Beaucoup de polémiques autour de cette marche avec la France Insoumise qui ne veut pas y participer et cette tentative de rediabolisation du Rassemblement national. On va parler de la ministre de la Culture également, qui a peut-être une indignation sélective. Et puis Raquel Garrido, donc vous l'avez vu, qui a été punie 4 mois d'interdiction de participer au groupe LFI. Bref, tous ces sujets avec vous. On commence avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Baptiste, on revient sur un sujet qu'on a évoqué hier, c'est le sujet autour de la loi immigration et de la suppression de l'AME. Donc c'est au Sénat, ça va repasser à l'Assemblée. Absolument. Donc le Sénat a adopté hier en fin d'après-midi la suppression de l'aide médicale d'État. Moi je considère que c'est vraiment un accord d'arrière-boutique qui ne fait pas honneur à celles et ceux qui en sont à l'origine. L'obsession de la droite pour les étrangers leur fait dire et leur fait faire surtout n'importe quoi. C'est une mesure que nous avons héritée du gouvernement sous Lionel Jospin et c'est une question de dignité humaine et aussi de santé publique. Et donc, au-delà de cette obsession de la droite de vouloir faire de l'étranger l'ennemi, nous adoptons des mesures qui vont à l'encontre de l'intérêt général. En plus, moi, je considère que la santé est un droit fondamental, qu'il doit être garanti et que, honnêtement, en plus, l'argument qui est donné par Bruno Retailleau ne tient pas, puisque cette mesure, les soins couverts par l'AME ne représentent moins de 0,4% des frais de l'assurance maladie. Donc très honnêtement, c'est vraiment peanuts. Et donc on voit bien là que c'est un symbole à laquelle la droite était arc-boutée. Et j'espère qu'effectivement les députés rendront justice et remettront effectivement cette mesure. Ce qu'on a évoqué hier, puisque Gérald Darmanin était l'invité de Jean-Jacques Bourdin, et il disait il y a des gens qui sont encore à l'AME 10 ans après. Le problème, c'est le contrôle peut-être. C'est peut-être ça quand même la difficulté. Mais ça c'est autre chose. On peut pas. Non, c'est pas autre chose. C'est-à-dire qu'on parlerait pas de le supprimer s'il n'y avait pas d'abus. Alors peut-être Jean-Baptiste Moreau. Non, je pense que remettre en compte le principe de l'AME, effectivement, c'est un symbole qui est un peu, à mon avis, à côté de la plaque, parce que c'est pas vraiment quelque chose qui est attractif pour les étrangers, contrairement à ce que certains rabâchent à longueur d'antenne. Enfin, je veux dire, c'est pas les étrangers viennent pas en France parce qu'il y a l'AME, ils viennent en France parce qu'il y a des conditions de vie qui sont meilleures que dans leur pays et que bien souvent c'est un point de passage pour partir en Angleterre ou ailleurs. Donc c'est pas l'AME qui fait venir les étrangers en France, c'est totalement ridicule. Et donc le remettre en cause de façon comme ça à l'époque où on a de plus en plus de pandémies, des maladies qui résurgentes, qui qu'on ne connaissait plus et qui reviennent, c'est en plus d'un point de vue sécurité sanitaire, c'est totalement irresponsable. Je pense que je pense que le Parlement dans son ensemble avec les députés reviendra sur cette mesure. Après qu'il y ait davantage de contrôle et qu'on évite de faire n'importe quoi, mais pareil avec les fausses cartes vitales, pareil avec ce genre de choses, et qu'on fasse la traque aux dépenses infondées de la sécurité sociale, c'est un impératif et c'est une absolue nécessité. Donc il faut revoir certainement la façon dont elle est appliquée, mais la remettre en cause dans son principe, à mon avis, c'est franchement pas une très bonne idée. Oui, c'est pas parce qu'il y a des abus qu'on doit remettre en cause. C'est franchement une décision idéologique et qui est, du point de vue de la santé publique, est une décision absolument idiote. Donc à partir de là, espérons que l'Assemblée nationale reviendra sur cette décision du Sénat. Bon.
Ouais, on verra la suite effectivement au Sénat, mais en tout cas les médecins, je voulais dire un mot, Michael, les médecins sont vent debout contre cette mesure. Oui, alors moi ce que j'ai envie de dire, c'est qu'effectivement on écoute tous les arguments qui ont été échangés et qui sont tous effectivement valables, mais face aux nécessités politiques et l'urgence politique pour Gérald Darmanin que cette loi passe, et le rapport de force que joue LR, je pense que tout ça sera balayé par la réelle politique et le fait qu'effectivement si Darmanin, on a bien compris hier, déjà il a même pas levé un sourcil quand il y a eu un amendement qui a été adopté sur la restriction du regroupement familial. Il joue la suite de son avenir politique sur cette loi. LR joue une forme de crédibilité, donc je pense que tout ça sera sacrifié à l'aune des calculs politiques. Oui, il y aura des compromis en commission mixte paritaire entre les deux, donc il faut faire des concessions en première lecture d'un côté et de l'autre. C'est la technique classique parlementaire. Il a besoin d'un vote, effectivement, et que ce texte ne passe pas par 49.3. Et donc, effectivement, Gérald Darmanin accepte un certain nombre de concessions qui seront, on va dire, renégociées à l'aune des commissions mixtes paritaires. Je voulais, avant qu'on parle d'Israël, de la marche contre l'antisémitisme, évoquer ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale entre Laurent Jacobelli et Rima Abdul Malak à propos de Guillaume Meurice et de cette blague pas drôle et de la réaction. Donc Laurent Jacobelli, donc du Rassemblement national, a interpellé la ministre en lui disant: vous avez l'indignation sélective. Écoutez sa réponse, la ministre. Je rappelle, n'en déplaise au Rassemblement national, que la presse est indépendante dans notre pays, qu'il y a une liberté éditoriale totale de l'audiovisuel public comme privé. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce cas précis? Ne réduisez pas 3 mots d'un animateur humoriste à l'ensemble de la politique de l'audiovisuel qui est menée sous la houlette de la présidente Sybille Veil. C'est bien qu'elle se souvienne de ça, Rima. D'abord, je trouve que, je vais vous dire une chose, on l'écoute, sa voix chevrotante montre à quel point elle est embarrassée. Déjà. Ensuite, je trouve également que non seulement elle a peut-être l'indignation sélective, ça j'en suis à peu près convaincu, mais elle a également une mémoire sélective, puisque elle fustigeait en d'autres moments justement des chaînes comme CNews du groupe Bolloré qu'elle menaçait de ne pas renouveler dans sa fréquence, absolument. Parce que justement sur le plan éditorial elle estimait qu'il y avait un problème. Donc elle vient de se contredire dans les faits là absolument par rapport à ces deux déclarations, et il serait intéressant d'apposer, je suis pas suspect de défendre les médias du groupe Bolloré, mais franchement là ce serait intéressant d'apposer ces deux déclarations. Ensuite, le fait de qualifier ce monsieur d'humoriste est déjà, je pense, quelque chose qui est aussi en dehors de la réalité, puisqu'on est plus face à un idéologue et militant, activiste de l'extrême gauche, qui est complaisante avec l'antisémitisme. Enfin, son job est quand même d'être humoriste, même s'il n'est pas drôle. En l'occurrence, il est même triste, même affligeant en l'occurrence, mais il est humoriste. Et dernièrement, Sybille Veil a apparemment, d'après ce que j'ai lu récemment, ou l'a déjà fait, a l'intention de le convoquer pour le recadrer, parce que le malaise est absolument puissant, mais ça dit effectivement beaucoup de choses sur ce que cette affaire des massacres du 7 octobre a libéré dans le monde entier, et en particulier en France. Alors je suis pas très bien placé parce que je connais bien Guillaume Meurice en l'occurrence. On est d'accord sur à peu près rien, hein. C'est un militant d'abord animaliste. C'est un bon début. C'est un militant animaliste et vegan, et on s'est combattu et il s'est foutu de ma gueule assez régulièrement sur les chaînes des médias à l'époque où j'avais interdit l'appellation steak pour les produits qui ne sont pas issus de produits carnés. Donc je ne peux pas être soupçonné d'être politiquement d'accord avec lui. Après, je pense que effectivement, il est militant, à la limite, il a le droit de l'être. Le souci, mais c'est que c'est pas le seul, en fait. C'est que sur les chaînes de service public, on a un certain nombre de militants. Je pense à Hugo Clément, je pense effectivement à Guillaume, qui sont plus des journalistes, qui sont des militants. Ils ont le droit d'être militants, mais à ce moment-là, il faut pas qu'ils passent leur chronique sous couvert de journalisme. Et Guillaume sait être drôle. J'ai vu un certain nombre de ses spectacles, il sait être drôle. Là, en l'occurrence, il l'est pas du tout. Et effectivement, il faut pas tout mélanger, quoi. On souffre du mélange des genres. S'il a choisi de ne pas être drôle pour ce moment-là, c'est que là, il a plutôt fait passer sa pensée profonde et sa pensée politique et idéologique
plutôt que c'est un problème effectivement que des militants se fassent passer pour des journalistes pour passer un certain nombre d'idées. Après, Jacobelli, c'est quand même pas le meilleur placé pour faire ce genre de réflexion. Quand on traite un autre député, Melki Vrelabad, que je connais bien, de racaille lors d'une visite ministérielle, on n'est pas très bien placé pour faire des réflexions de moralité globalement. On marque une pause, c'est l'heure du journal et on se retrouve dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi pour commenter l'actualité avec aujourd'hui Mickaël Darmon, journaliste politique chez i24 News. Vous avez publié Les secrets d'un règne dans les coulisses d'un quinquennat de crise, c'est aux éditions L'Archipel. Geneviève Gotzinger, vous êtes spécialiste en communication politique, vous êtes présidente de l'agence Image avec 2G. Jean-Baptiste Moreau, ancien député, ancien agriculteur, consultant indépendant. Baptiste Ménard, maire adjoint de Mons-en-Barœul. Beaucoup de sujets autour de cette marche contre la montée de l'antisémitisme. On va revenir sur l'éviction de Raquel Garrido. Beaucoup de sujets avec vous, évidemment, et avec vos coups de cœur et vos coups de gueule, qui sont tous liés, parce que c'est vrai qu'on a parfois du mal à voir autre chose dans l'actualité que ce qui se passe au Proche-Orient. Vous vouliez, vous, revenir, Mickaël, sur la déclaration de Netanyahou hier à propos de la sécurisation, l'aspect sécuritaire à Gaza. Oui, parce que je trouve quand même scandaleux que le Premier ministre d'Israël aujourd'hui se livre à des déclarations tactiques qui, au fond, montrent surtout son envie de vouloir rester au pouvoir après la guerre. Envoyant des messages qui, au fond, sur le plan sécuritaire, sont pas réalistes, parce qu'il n'y aura aucune possibilité, je dirais, de la part d'Israël d'occuper la bande de Gaza, si ce n'est au prix très lourd sur le plan militaire et économique. Donc on voit bien qu'en fait ce sont des tas de messages qui sont envoyés à ses partisans pour dire je mets en place un système pour pouvoir ensuite rester après la guerre. Parce qu'il faut bien savoir une chose, c'est évidemment... Peut-être rappeler un peu ces déclarations qui ont été faites. Il y a eu plusieurs déclarations qui ont été faites. D'abord, il faut savoir, parce que ça passe évidemment sous les radars de la France, mais quand on regarde les médias israéliens, ils font régulièrement état des coups de boutoir que porte Netanyahou au système, on va dire, de renseignement et militaire en général. Il a été sous la très très grande pression de ses proches au Likoud pour murmurer ou formuler quelques propos sur sa responsabilité après. Il le dit parce qu'il sait qu'on attend de lui, mais en fait il n'en pense pas un mot. On comprend bien qu'il n'est obnubilé que par la possibilité de rester ensuite au gouvernement après. Dingue. Ce qui est complètement irréaliste, parce que le post-trauma qui va sortir de cette société israélienne après, une fois que l'épisode militaire sera conclu, et on ne sait pas quand, va être un tsunami d'une puissance qu'on n'imagine même pas, et je pense que beaucoup seront balayés, lui en premier, et ensuite une partie du système militaro-renseignement. Il aura des comptes à rendre. Il y a une commission d'enquête. Enfin, ils annoncent des commissions d'enquête parce que évidemment qu'il a sa part. Alors, sans céder au complotisme ambiant qui expliquerait. Enfin, j'ai entendu des thèses totalement délirantes, comme quoi ça l'arrangerait qu'il aurait. Enfin voilà, ça c'est totalement débile. Mais il y a eu à minima des failles énormes dans le réseau de renseignement, dans le réseau militaire, et puis son double jeu avec le Hamas par rapport à l'autorité palestinienne est évidemment aussi responsable de ce qui s'est passé. Donc évidemment qu'il sera jugé très durement par les Israéliens et qu'il a assez peu de chances de rester au pouvoir. Déjà qu'il l'était très fortement contesté avant le 7 octobre. Bien sûr, on sait bien avec sa réforme, voilà, avec les manifestations monstres qu'il y a eu depuis 6 mois en Israël. Donc aucun doute là-dessus, mais c'est effectivement d'un cynisme et c'est pas la hauteur, du drame qui se passe en ce moment des deux côtés. Non. Non, je suis évidemment d'accord avec tout ça. Il dirigeait le gouvernement le plus catastrophique de l'histoire d'Israël depuis un certain temps. Il n'a pas vu venir ce massacre et ce traumatisme. L'existence même d'Israël, c'est d'être un lieu dans lequel les Juifs peuvent être protégés, les Juifs du monde entier, et évidemment les Juifs israéliens. Donc il a failli à cette mission, Netanyahou, par une politique
complètement catastrophique et en ne voyant rien venir, ce qui est quand même juste incroyable quand on connaît la puissance, la force et l'image des services de renseignement israéliens. Donc son objectif maintenant, ça va être d'essayer de se maintenir au pouvoir à tout prix, mais bon, je ne suis pas israélienne, ce n'est pas mon débat, mais il est évident qu'il est totalement contre-productif pour ce pays. Bien sûr. Jean-Baptiste Moreau voulait revenir sur cette vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux hier toute la journée. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont échappé. Oui, d'une femme qui... Alors, on a appris depuis qu'elle ne travaillait plus pour le ministère des Affaires étrangères, mais qu'elle a été prestataire, fut un temps, pour le ministère des Affaires étrangères, qu'elle a été aussi prof à Sciences Po, mais a priori, elle ne l'est plus non plus. Mais elle intervient régulièrement comme spécialiste du Moyen-Orient sur les chaînes d'infos du service public. Alors, je ne fais pas une focalisation sur la radio du service public, mais malgré tout, apparemment, elle fait souvent des chroniques et intervient souvent dans des débats. Et quand on voit le niveau de haine de cette personne-là qui est en train d'arracher les affiches des otages et des enfants otages du Hamas à Gaza, qui s'énerve contre justement les militants qui venaient de coller ces affiches-là dans les différents quartiers parisiens, qui mélangent le Hamas en expliquant et en criant vive la Palestine, à mort Israël, ou un truc du genre. Israël assassin, oui, pardon, c'est pas mort, c'est le slogan officiel. Israël assassin, vive la Palestine. Macron complice. Voilà, c'est ça, et Macron complice. Et en expliquant et en confondant le Hamas et la cause palestinienne, parce que le Hamas a à peu près pas grand-chose à faire de la cause palestinienne, c'est un alibi comme d'autres alibis que développent des réseaux terroristes islamistes qui n'ont pas grand-chose à faire globalement de tout ça. Enfin, c'est un espèce de gloubi-boulga informe. En plus, pour une soi-disant spécialiste du contexte du Moyen-Orient, c'est dramatique. Puis c'est révélateur aussi d'autres personnes, des manifestations qu'on peut voir en Allemagne, en Hollande, qui mélangent tout. Et puis on en parlera tout à l'heure, mais de la position d'une partie de l'extrême gauche qui fait des amalgames plus que douteux. Enfin, c'est vraiment scandaleux. Cette vidéo, elle est scandaleuse. J'ai vu le communiqué du ministère des Affaires étrangères qui lançait une enquête pour vérifier justement que effectivement cette dame n'avait plus aucun rapport avec le ministère des Affaires étrangères, parce que c'est juste pas possible, quoi. Arracher, je veux dire, c'est arracher ces affiches, symboliquement, c'est quand même très fort. On ne nie pas le drame qui est en train de se passer à Gaza, les enfants qui sont tués sous les bombes. Voilà, c'est une catastrophe absolue. Mais pourquoi arracher les affiches? Enfin, je veux dire, c'est essayer de relativiser les choses. Enfin voilà, ce qui s'est passé, c'est dramatique. C'est exprimer une haine. Oui, c'est une haine. Oui, mais cette haine, elle est révélatrice. Ce qui est intéressant, c'est de tenter de la qualifier, cette haine, et de l'identifier. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'au fond, j'ai le sentiment, et c'est l'extrême gauche aujourd'hui française qui s'est articulée pour des raisons multiples et variées sur une démarche communautariste et gaucho-islamiste, hein, on le sait, mais qu'est-ce qui se passe en réalité? En fait, on a quand même le sentiment que cette génération a décidé de balancer par la fenêtre cette conscience antigénocidaire qui a élevé les sociétés occidentales sur les décombres d'Auschwitz, sur le plus jamais ça. Ouais. C'est terminé, ils en ont assez. Pourquoi? Parce que comme ils sont absolument pris par le discours de réécriture anticoloniale qui dit au fond vous avez pendant des siècles et des siècles massacré des populations sans que vous ne bougiez le petit doigt, ça n'est pas évidemment des populations qui appartiennent aux sociétés mâles dominantes, blanches, pro-américaines, donc pro-juives, donc pro-sionistes, qui vont nous émouvoir. Et donc il y a une c'est assumé, il est assumé de ne pas montrer de sensibilité, voire d'être absolument dans l'hostilité. Et au fond, qu'est-ce qu'on est en train de vivre? On est en train de vivre une affaire Dreyfus à l'échelle planétaire. C'est-à-dire avec deux camps assumés, qui sont d'un côté des pros, de l'autre côté les antis, et qui sont assumés et qui s'affrontent comme tels. Voilà. Et parce que c'est plus honteux. L'antisémitisme n'est plus honteux. La volonté de dire Israël doit mourir n'est plus honteuse. Et donc de ce point de vue-là, le négationnisme non plus. Et donc en fait, c'est l'affaire Dreyfus à l'échelle planétaire. Non, puis j'ai écouté Mélenchon qui dit apparemment, sur une conférence pour vendre ses bouquins là, qui remet presque qui remet pas en doute, mais
mais la date du 7 octobre, c'est apparemment le Hamas qui aurait apparemment oui, c'est-à-dire qu'il est dans la logique du 11 septembre, il est dans la logique des complotistes du 11 septembre, et il est dans la logique du Sud global, puisqu'on voit bien que cette affaire redessine aussi la géopolitique. Le Hamas a redessiné le monde en une semaine. Hein. Ouais, c'est-à-dire qu'on voit bien aujourd'hui les lignes entre les pays du Sud, certains pays africains, l'Amérique du Sud, les Caraïbes, qui, à part l'Inde, voilà, la Chine, la Russie, qui sont absolument hostiles à l'Occident pour d'autres raisons qu'on avait déjà identifiées, et qui, dans cet agenda, considèrent que la défense de l'Occident qui défend Israël, eh bien, est une manière d'être contre eux. Avec aussi un agenda islamiste. Oui, bien sûr, parce que c'est ça l'autre aspect des choses. Absolument, dont il faut aussi parler. On va y revenir dans un instant. Le Figaro, ce matin, précise effectivement que cette femme, ex-directrice adjointe de l'Institut français, conseillère culturelle de l'ambassade de France et membre du comité éditorial d'une revue qui s'appelle Orient 21, dirigée par Alain Grèche et qui est notoirement antisioniste, soutenue par le compagnon de route des frères musulmans, ex-directeur du CNRS, François Burgat. Et rappelons aussi que cette revue a été subventionnée par l'agence française du développement qui dépend du ministère des Affaires étrangères. Effectivement, beaucoup de choses encore à découvrir. C'est un tweet de Florence Bergeau-Blaclair qui nous apprend tout cela. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. C'est pratiquement, à mon avis, la seule radio où tout le monde peut s'exprimer. Merci. Et ça, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire et de rare. Sud Radio, parlons vrai. Mano Mano. Pour les pros. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble et nous commentons cette actualité au Proche-Orient qui a évidemment des répercussions en France. Je vois à l'instant que le recteur de la mosquée de Paris a été reçu par Roch-Olivier Maistre et qui évidemment instrumentalise le recteur de la mosquée de Paris cette rencontre. Il lui a remis une lettre dans laquelle il l'informe de l'inquiétude des musulmans de France, de la libération et de la banalisation d'une parole anti-musulmane dans les médias et lui demande de prendre des mesures adéquates. Non mais c'est très grave parce que lui-même instaure une confusion entre musulmans et islamistes. Ça n'a rien à voir. C'est complètement différent. Et aujourd'hui, ce qui est en recrudescence, c'est la parole antisémite et c'est les crimes antisémites et les délits antisémites qui sont en train de pulluler. C'est pas les enfin dans la population, c'est pas anti-musulman et heureusement d'ailleurs. Mais c'est totalement ridicule et on a vraiment des indignations à géométrie variable puisqu'on voit les images du Darfour où des djihadistes islamistes sont en train de massacrer des populations africaine et ça pose de problème à personne. Les Rohingyas, ça pose des problèmes à personne. Enfin, je veux dire, le million et demi on est dans une indignation à géométrie variable qui sont expulsés du Pakistan et qu'on renvoie aux mains des talibans. Mais oui, c'est parce terrible. Que seul le conflit israélo-palestinien des ressorts intimes, parce qu'il se situe dans une région qui est le cœur de la civilisation et de la matrice judéo-chrétienne, parce que ça renvoie chacun à son histoire personnelle, à sa culture, à son intimité, lorsqu'on est effectivement de l'Occident, et que la manière dont effectivement les sociétés, on l'a évoqué, on va pas le répéter, mais la façon dont maintenant il y a une lecture politique et une utilisation politique faite notamment par exemple dans certains quartiers de banlieue en France où parce que pour protester contre leur propre sentiment d'enfermement social et personnel ou collectif en tout cas, les habitants de ces banlieues françaises prennent Gaza comme étant aussi une identification de leur propre assignation à résidence. C'est-à-dire que ce mouvement palestinien aujourd'hui capté par le Hamas est devenu le miroir du malheur musulman. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que l'Occident ne fait à peine que commencer à comprendre et à analyser. D'abord, c'est le plus petit dénominateur commun des pays arabes entre eux, quand même. Donc, cette haine d'Israël, cette focalisation contre Israël, ils n'ont pas grand-chose d'autre en commun aujourd'hui. Donc, mais à côté de ça, reste un vecteur d'union, d'unité. Mais ils ne se confrontent pas avec l'idée que l'Arabie Saoudite, l'Égypte et la Jordanie, en ce moment, envoient un message à Israël en disant continuez. Baptiste, en vérité,
l'unanimité des pays arabes, elle est plus là. L'Arabie Saoudite s'est considérablement rapprochée d'Israël au cours des dernières années. Il vient de le réaffirmer ce matin. Voilà. Mais le but du Hamas, c'est de la reconstituer, cette unité, bien quand sûr. même. Et le but des islamistes, c'est de ranger tous les musulmans derrière eux contre le reste du monde. Et contre Israël. Là-dessus, les musulmans sont intransigeants parce que ça n'a rien à voir. Le Hamas n'a rien à foutre des musulmans et n'a rien à foutre de la bande de Gaza. Mais pas seulement les musulmans, parce que justement, le drame aujourd'hui, c'est qu'il y a une instrumentalisation par des responsables politiques, et vous en avez évoqué quelques-uns tout à l'heure, qui consiste justement à essentialiser une partie de la population pour dire et faire un amalgame scandaleux. Et par rapport à ce que vous venez d'évoquer, Valérie, moi je trouve ça très inquiétant. Il n'y a pas de lien, il n'y a aucun lien à établir entre les musulmans d'une part, et donc c'est très grave de faire ça. Donc je pense qu'il faut aussi, alors je partage ce que vous avez dit sur effectivement d'autres drames qui se déroulent par ailleurs et sur lequel il n'y a pas du tout de focalisation ni médiatique ni politique, etc. Donc c'est vrai que les indignations à géométrie variable sont quand même aussi un peu problématiques. Les Rohingyas qui sont massacrés, mais il n'y a pas un tweet là-dessus, il n'y a pas une réaction là-dessus. Donc voilà, moi c'est quand même quelque chose que je déplore. Et par ailleurs, voilà, moi je pointe surtout dans un contexte comme celui-là, je pointe la responsabilité des hommes politiques, et c'est pour ça que certains, à mon sens, se sont totalement discrédités par les propos qu'ils ont tenus et par quand même la volonté à peine masquée, à peine voilée de clientèle, d'entretenir une forme de clientèle électorale, en prenant le risque de fracturer la population au moment où elle a besoin d'unité. Et nous devons avoir de la force pour dénoncer la flambée des actes antisémites partout en France, plus d'1 millier d'actes antisémites, dont le coup de gueule que vous avez évoqué, que je trouve quand même dramatique et très inquiétant. Donc c'est ça qui doit nous indigner dans notre pays, et on ne peut pas tolérer que des responsables politiques se laissent aller à de tels calculs minables. Ouais, vous avez Vianney, qui est le chanteur, qui avait fait un tweet de soutien aux victimes après le massacre du 7 octobre, qui a reçu des dizaines, des centaines de menaces de mort, de menaces de viol sur sa femme. Et c'est très illustrant du contexte qu'on traverse. C'est ça que le clientélisme, dans l'absolu, tous les politiques en font plus ou moins, et à la limite, c'est monnaie courante. Mais ce qui est vraiment dangereux, c'est que c'est du clientélisme dans le but de fracturer la société, parce que c'est de toute façon dans la doctrine insoumise de Mélenchon, c'est tout conflictualiser. Sauf que là, il est en train de vouloir opposer une partie de la population. C'est-à-dire qu'il fait le jeu des islamistes. Les islamistes, ça fait longtemps qu'ils cherchent à regrouper les musulmans derrière eux pour leur faire croire que tout le monde est hostile aux musulmans, ce qui est faux. Mais ça a été dit. Ça s'appelle du séparatisme. Ouais, ça a été dit ça s'appelle du séparatisme. Et je pense qu'une fois de plus, chaque événement le confirme. La dérive autoritaire d'un Jean-Luc Mélenchon qui est en dehors de la matrice démocratique s'avère de jour en jour. Non, il est dans une démarche séparatiste. Donc on le sait, donc même les Français l'ont capté. C'est pour ça que les sondages se sont inversés par rapport au RN. C'est dire. Geneviève, justement, vous vouliez revenir. Une démarche séparatiste. Absolument. Mais vous vouliez revenir, vous, votre coup de gueule, c'est sur le tweet de Jean-Luc Mélenchon après l'appel à la marche contre l'antisémitisme. C'est un tweet incroyable, je vais le lire. Un dimanche manif de l'arc républicain, du RN à la Macronie, de Braun-Pivet. Sous prétexte d'antisémitisme, ramène Israël-Palestine, sans demander le cessez-le-feu. Les amis du soutien inconditionnel au massacre ont leur rendez-vous. Alors tout est dit dans ce tweet. Déjà, il y a tout. Il y a absolument tout. Voilà. Non mais il y a absolument tout. Il y a Braun-Pivet qui appelle à manifester avec Gérard Larcher. Rappelons-le, mais qui n'est pas cité. Une seule est citée, Braun-Pivet. Moi, quand je l'avais déjà entendu dire ou écrire, je ne sais plus qu'elle allait camper à Tel Aviv, ça m'avait fait penser au Durafour crématoire. Camper, four crématoire, c'est la même chose en réalité. C'est exactement le même ressort, le même réflexe. Donc citation de Braun-Pivet et pas de Larcher. L'antisémitisme n'est pas un prétexte. L'antisémitisme aujourd'hui en France est une réalité. 1000 actes antisémites en un mois, donc on ne peut pas parler de prétexte. Et puis c'est un tweet terrible aussi parce que en fait, il amalgame la lutte contre l'antisémitisme et le soutien à la politique d'Israël. Alors que lutter contre l'antisémitisme en France, ce n'est pas soutenir Benjamin Netanyahou. Mais absolument rien à voir. Défendre les Français juifs agressés, ça serait défendre Benjamin Netanyahou. Mais absolument pas.
Ça n'a strictement rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais rien. C'est la phraséologie de toute l'extrême gauche. Tous ceux que j'ai entendus et rencontrés récemment sur des plateaux disent la même chose. Donc non, mais si vous voulez, là, le problème, c'est qu'il y a une dérive. Mais on peut pas conditionner cette mobilisation à un positionnement sur le conflit israélo-palestinien. C'est deux choses complètement différentes. Moi, j'irai défiler dimanche et je ne soutiens pas Benjamin Netanyahou. Je souscris complètement à votre coup de gueule. Je trouve que ce tweet montre malheureusement la dérive dans laquelle et dans la pente glissante dans laquelle s'est enfermé Jean-Luc Mélenchon. Vous vous rendez compte que pour certains, on parlait d'un détail, lui il parle de prétexte. Je trouve qu'il y a tout dans ce tweet et que vraiment c'est dramatique pour ce responsable politique et l'amalgame total. Et c'est pour ça que moi, et depuis longtemps, je défends que à un moment donné, le Parti socialiste et un certain nombre d'acteurs de la gauche prennent leurs responsabilités, quitte la NUPES, parce que ce n'est plus possible d'être associé à cela. Je ne dis pas que tous les insoumis sont sur cette ligne-là. D'ailleurs, on aura l'occasion d'en reparler avec ce qui arrive à Raquel Garrido. Mais en tous les cas, leur Deus ex machina, comme on dit, c'est maintenant complètement discrédité. Et c'est scandaleux de tous les sous-entendus qui sont en dessous, de citer la présidente de l'Assemblée nationale, d'évoquer le mot de prétexte. Tout ça est révoltant, indigne. Franchement, ça donne envie. Mais c'est pas ce qu'il veut. Mais c'est pas ce qu'il veut. Jean-Luc Mélenchon, il sait très bien en faisant ce tweet qu'il va provoquer des débats, des réflexions sur les plateaux, des contrats. Mais il a quitté l'Assemblée nationale, donc il faut bien qu'il parle quelque part. Jean-Luc Mélenchon, il se veut new Jean-Marie Le Pen. En fait, il cherche à cliver, il cherche à faire parler de lui, à faire du buzz permanent. Je veux dire, défiler aux côtés du RN. Bien sûr que moi, ça me fera pas plaisir non plus que le RN soit dans parce que c'est du répélinage de façade. On sait bien quel est le fond et le fond de commerce du RN depuis longtemps, donc c'est pas des choses qui me plaisent, mais enfin ça lui posait moins de problèmes d'être défilé avec les islamistes et les frères musulmans au son de Allah Akbar en 2019 sur la manif sur l'islamophobie. Là, ça lui a pas posé de problème de descendre dans la rue. Donc peu importe avec qui on manifeste, l'important c'est la cause pour laquelle on manifeste, c'est contre l'antisémitisme. Toutes les forces politiques républicaines doivent s'y retrouver. Celles qui n'y seront pas ne sont pas des forces républicaines. La question, effectivement, vous avez raison, le rassemblement de dimanche, c'est bien la seule question qui est posée, et c'est pour cela que nous devons être nombreux dans les rues, c'est pour dénoncer la montée des actes antisémites dans notre pays. Après, moi je suis très, très clair, je considère que le Rassemblement national est quelque part illégitime à être présent au regard de l'histoire qui est la sienne, mais ça ne peut pas être un prétexte pour dire de ne pas être présent dimanche. C'est là où vous voyez, mais de toute façon, tout est mélangé. On va y revenir dans un instant avec vous sur Sud Radio. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous parlions donc de cet appel à une marche pour lutter contre la montée de l'antisémitisme en France dimanche. C'est un appel de Gérard Larcher, de Yael Braun-Pivet, Sénat, donc Assemblée nationale. Et je voulais qu'on parle également du fait que donc Jean-Luc Mélenchon, vous évoquiez son tweet, Geneviève Gotzinger ne veut pas manifester aux côtés du Rassemblement national. Et il y a toute cette polémique en ce moment, Michaël Darmon, autour du Rassemblement national et de l'antisémitisme. Et on sent qu'à la fois, c'est Jordan Bardella a dit, je crois que Jean-Marie Le Pen n'est pas antisémite. Jean-Marie Le Pen, j'entendais Marine Le Pen ce matin, à 95 ans. On parle encore de cela. On peut remonter aussi pour François Mitterrand à Bousquet. On peut remonter au SFIO. On peut remonter à plein de choses. Alors, il y a deux choses. Mais aujourd'hui, juste l'enjeu, c'est la lutte contre l'antisémitisme. Qu'est-ce qu'on en est à des querelles? Moi, je manifeste pas avec machin parce que truc est là. J'entendais ce matin un enseignant sur France Info dire il faut les mettre à part, leur dire vous êtes à part. Il y a quand même, elle est arrivée au second tour de l'élection présidentielle. Je pense d'abord, il y a une si on prend comme ça par cercle concentrique, d'abord il y a effectivement une peur panique d'une partie, on va dire, du système politique qui s'aperçoit que à l'heure actuelle, on n'est pas évidemment encore dans l'élection présidentielle, mais à l'heure actuelle, l'avancée de Marine Le Pen semble inéluctable et en tout cas inexorable. Ça c'est certain, on le voit tous les jours, on le comprend. Quand on a observé des périodes préélectorales et pré-présidentielles, on a compris que les poussées qui existent avant sont parfois effectivement déterminantes. Donc ça, c'est une sorte de peur panique parce qu'on voit bien qu'il n'y a pas d'autre alternative et surtout,
le président sortant ne se représente pas. Donc de toute façon, il y aura une place à prendre. C'est une compétition qui va ressembler à celle de 2007. Voilà, avec un président qui s'en va, qui n'est plus là, et ça va changer la donne. Il y a une difficulté justement de la part d'une partie de la société médiatique et politique d'admettre, de voir, de constater que la perception de Marine Le Pen ne ressemble plus à celle du Front National du passé. Ça, c'est certain. Jordan Bardella, il s'est trompé. Jean-Marie Le Pen était bien un antisémite de son époque. Mais il est vrai que sa fille fait la rupture sur ce sujet, parce qu'elle n'a pas été, elle, élevée avec cette ambiance-là et cette approche-là. C'est vrai aussi. Mais de ce point de vue-là, une partie des Français aujourd'hui disent ce que Jean-Marie Le Pen pensait, on n'en a plus rien à faire. Aujourd'hui, on considère que la personne qui peut justement cristalliser, et pas uniquement sur les sujets d'antisémitisme, mais surtout sociaux, de ce point de vue-là, socio-économiques et sociaux, c'est Marine Le Pen. Et là, il faut que la gauche, il faut que la droite s'y confronte, parce qu'il n'arrive pas à faire une contre-offre politique. Là où la sphère politique se plante, c'est que la diabolisation du Rassemblement national, ça ne marche plus. Ça a marché parce que c'était facile, parce qu'avec Jean-Marie Le Pen, il cristallisait un certain nombre autour de lui, effectivement, son antisémitisme, son racisme global, ça a fait focaliser un certain nombre de répulsions de la part de nos concitoyens. Aujourd'hui, ça ne marche plus avec Marine Le Pen. Il faut la combattre pied à pied, il faut montrer que ses solutions n'en sont pas, qu'elle n'en a pas, qu'elle travaille quand elle a le temps, c'est-à-dire pas souvent. Voilà, parce que moi je l'ai côtoyé à l'Assemblée nationale et je peux vous dire que voilà, c'est plus que son absence de solution et le fait qu'elle surfe juste sur une vague populiste à expliquer tout et n'importe quoi et tout et son contraire, sans avoir réellement de solution aux problématiques des Français. C'est ça qu'il faut expliquer. C'est pas la renvoyer à son père, à la fondation du RN. Je veux dire, aujourd'hui, ça n'imprime plus dans la population et ça ne suffira pas à l'éloigner du pouvoir en 2027. Donc il faut la combattre pied à pied. Il ne faut pas oublier le passé, mais il faut la combattre pied à pied. Mais il faut quand même le rappeler. Tous les partis ont une filiation historique. Tous les partis ont une histoire, ont des racines, ont des filiations, et il faut rappeler celles qui sont celles du RN. Je suis d'accord pour dire que non, ça ne suffira pas à la battre. Enfin, néanmoins, quand même, il faut quand même rappeler. On est chacun le fruit d'une histoire de filiation qu'il faut rappeler. Mais là où je suis d'accord avec vous, c'est que si une partie de la classe politique considère que c'est simplement en rappelant ces racines historiques nauséabondes que nous battrons Marine Le Pen, alors là, effectivement, nous nous planterions collectivement, puisque aujourd'hui, on le voit bien, elle a, par des actes politiques qu'elle a posés, mis un mur entre elle et son père, et donc pour les concitoyens, ils ne la voient pas comme quelqu'un de raciste ou comme quelqu'un d'antisémite, quand bien même l'histoire de son parti la renverrait à cela. Et donc, moi, je considère néanmoins, c'est peut-être ma petite différence sur le plateau, c'est que je pense qu'il faut rappeler les racines du Rassemblement national. Je pense que sa présence, leur présence, en tout cas des représentants... Vous jusqu'où les racines? Des représentants... Oui, mais je parle du Parti socialiste aussi. Elle est illégitime dimanche, mais une fois qu'on a dit ça, ça ne peut pas être un prétexte. Non, elle n'est pas illégitime. Je considère que le Rassemblement national, compte tenu de son histoire, compte tenu des convictions qui sont les siennes, des filiations qui sont les siennes, quelque part, en tout cas c'est mon point de vue, sa présence en tant que, si nous devrions l'inviter, n'est pas légitime. Oui, mais tout le monde est légitime dimanche. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Tout le monde doit... Attendez, pardon. Dimanche, il faut que ce soit une manifestation monstre. Donc il faut qu'il y ait le plus de personnes possible, tout en confondu. Pas d'instrumentalisation. Non, mais attendez. Non, mais sa présence est légitime dimanche. À partir du moment où elle a réalisé cette... Alors, laissez parler Mickaël. Non, mais c'est pas ça. Oui, mais vous dites qu'on ne doit pas l'inviter. Non, moi j'estime... Non, vous dites que sa présence est illégitime dimanche. J'estime... Mais pourquoi illégitime? Mais parce que l'histoire de ce parti et un certain nombre de propositions... Excusez-moi. Puisque vous faites les procès historiques, vous ne pouvez pas, en tant que parti socialiste, faire cette manifestation. Pourquoi ? Parce que c'est la gauche qui a donné les clés à Pétain.
Voilà, donc on y va. Ouais. Alors c'est pareil. Non, mais oui, bah, si. c'est la gauche qui a donné les points de pouvoir à Pétain. Donc à ce moment-là, pourquoi vous venez alors? Non, mais c'est pas ça le sujet. C'est le sujet. C'est pas le sujet. Non, mais parlons du passé du Parti communiste, parlons du passé du Parti socialiste. On peut même parler. Non, mais si vous voulez, on peut même parler de l'actualité. C'est-à-dire les propositions du Rassemblement national sur la préférence nationale sont scandaleuses et sont discriminatoires. Donc non, mais moi je veux bien. Non, mais l'actualité. Si vous parlez des racines historiques, les deux. Non mais attendez. Excusez-moi. Alors, je vais redire les choses. Tous ceux qui ont une carte du RPR ne peuvent pas venir parce qu'un jour Jacques Chirac a dit le bruit et les odeurs. Parce que je vais redire les choses peut-être. Alors je vais redire les choses si mon propos a manqué de clarté. Je m'en excuse. Je le redis. Ce que je dis, ce que je dis, c'est que dimanche, il faut que ce soit une démonstration de force pour montrer notre attachement à la République, à ses valeurs et pour dénoncer la flambée des actes antisémites. Ce que je dis à côté de cela, c'est que le Front National, le Rassemblement National ne va pas s'offrir une nouvelle virginité parce que Marine Le Pen ou Jordan Bardella seraient présents dimanche. Nous savons quelle est son histoire, quelles sont ses filiations, quelles sont ses propositions, y compris actuelles, lorsqu'on défend la préférence nationale. Eh bien, je suis désolé, c'est discriminant. Et donc, voilà, moi je considère que dans leur positionnement, ils sont illégitimes. Maintenant, qu'ils viennent pas, la question leur est posée à eux. Encore une fois, puisque ce qui est important, et c'est pour ça que moi, je dis clairement que c'est pas parce que Marine Le Pen annonce qu'elle sera présente que moi, je ne viendrai pas. C'est parce que je dis que nous devons dénoncer unanimement la flambée des actes antisémites. Il va falloir à gauche sur le fait que le peuple vous a quitté. Voilà. Pourquoi ? Ça va avec. Avec. Pourquoi le peuple vous a quitté ? Et ça, c'est bien joli de faire des procès à tout le monde, mais regardez aussi de votre côté. Mais moi, je le regarde, je suis très à l'aise là-dessus et je suis très cohérent puisque moi, je me suis opposé depuis le premier jour à l'accord électoral NUPES, dont j'ai considéré pour les socialistes, pour le coup, que c'était un accord léonin et un accord qui en plus nous amenait à signer le contraire de ce que nous avions affirmé dans le cadre de l'élection présidentielle, à signer des ambiguïtés insupportables sur l'Europe, sur la République, sur les relations internationales, dont nous voyons aujourd'hui le désastre. Et donc, moi là-dessus, je suis très à l'aise et je suis très cohérent. Alors, Jean-Baptiste Moreau, un auditeur me dit, mais PUT, point de suspension, que vos invités arrêtent avec l'histoire du RN, c'est vieux, c'est du passé, qu'ils vivent au XXIe siècle. Si on en est là, et un autre auditeur me dit la même chose, ce sont aussi bien leurs partis, leurs pensées qui nous ont mis dans cette situation. Qu'est-ce qui a été fait depuis Mera ? Qu'est-ce qui a été fait depuis Ilan Halimi ? Qu'est-ce qui a été fait pour lutter concrètement contre ces actes antisémites ? Alors, il y a eu des choses de fait, notamment dans la loi séparatiste qu'on a portée au dernier quinquennat. Il y a eu quand même des possibilités de faire de dissolution d'association. Il y a quand même eu des choses de fait. On ne peut pas dire que rien n'a été fait. Par contre, que l'idéologie islamiste soit encore présente sur le territoire et progresse, oui, notamment appuyée par certains partis politiques qui jouent totalement son jeu. Donc, moi, je suis pas pour... je sais pas si tous les partis qui seront présents et représentés dimanche sont républicains. Ce que je suis sûr, c'est que ceux qui n'y seront pas ne peuvent plus être considérés comme républicains. S'ils se présentent aux élections, ils sont républicains. Vous avez monsieur Séjourné, me dit Véronique, une fidèle auditrice, qui a dit qu'il ne souhaiterait pas défiler avec le RN. On s'en fout. On défile contre l'antisémitisme, on défile pas avec les gens, on défile contre l'antisémitisme, qui est une cause noble. Voilà, et point. Et c'est tout. Et on regarde pas ce sera d'ailleurs un test de voir s'il y a du monde. Oui. Et on verra qui est là. Qui vient. Oui. Absolument. Est-ce qu'il peut y avoir de la peur aussi qui empêche les gens d'aller manifester ? Il y aura sûrement ce genre également peut-être de réserve et de réflexe. Il y aura, et puis il y a la question quand même, puisque on a l'exemple référent. Que fera le président de la République ? Oui. Est-ce qu'il sera dans sa télé ? Ou est-ce qu'il posera un acte politique important, c'est-à-dire rejoindre la manifestation ? De ce que j'en sais, je pense qu'il est tenté d'y aller. Après, voilà, il y a des questions de sécurité et autres qui font que... mais on verra. On verra aussi des questions de sécurité. On verra s'il y est ou pas. C'est News ce matin a passé un ancien reportage de Michael Darmon qui date du siècle dernier. Je viens de l'apprendre, oui, absolument. Voilà. Formellement, vous avez raison, c'est du siècle dernier. Et qui parlait de Carpentras avec François Mitterrand. Oui, c'est à l'époque où je couvrais le Front National. Oui, avec le cimetière qui a été profané. Absolument profané.
Vous voulez dire un mot? Moi, je pense que ce serait bien que le président de la République, effectivement, soit présent, parce que il est en responsabilité, et que là, je pense que c'est une question très importante pour la préservation de notre République, pour ce que nous portons, pour les valeurs qui sont les nôtres. Je pense que ce serait bien qu'il soit effectivement symboliquement présent aux côtés de tous les Français globalement, globalement, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Oui. Ça serait bien, ça serait symboliquement très fort. Un auditeur qui est très remonté me dit, mais c'est une manifestation pro-israélienne. Mais ça n'est pas le sujet. C'est ça le problème dans lequel on est en train de s'enfermer, du fait justement de dérives d'un certain nombre de responsables politiques. Manifester dimanche contre la flambée des actes antisémites n'est pas un soutien apporté à Benjamin Netanyahou. Il suffit de voir le nombre d'Israéliens qui ont manifesté contre Netanyahou depuis des mois et des mois et des mois et des mois. Les gens ne peuvent pas le voir. Il faut le redire. Mais toujours, la société civile israélienne, toujours cet auditeur Olivier me dit, mais regardez comment sont traités les Palestiniens. Alors c'est tout un débat. Quel rapport avec les Juifs de France, pardonnez-moi, et quel rapport avec l'antisémitisme en France, la manière dont les Palestiniens sont traités à Gaza ou en Cisjordanie. Quel rapport avec les Juifs de France? Ça n'empêche pas d'être consterné et que ce soit dramatique ce qui se passe à Gaza avec des morts qui sont que tous souhaiteraient éviter, à premier lieu les Israéliens, mais ça n'a rien à voir avec la manifestation de dimanche. Là aussi, on essentialise et on importe et on intellectualise et on intègre le fait que manifester contre l'antisémitisme, c'est prendre parti dans le conflit palestinien entre Palestiniens et Israéliens. Ça n'a rien à voir. Qu'il est temps, il faut rappeler régulièrement, ça échappe régulièrement, mais je pense qu'il faut le rappeler, les membres des kibboutz massacrés dans le sud de Gaza le 7 octobre étaient et sont pour la plupart des militants de la paix, et sont contre Netanyahou, soutiennent le mouvement pro-démocratie, faisaient travailler régulièrement des Palestiniens de Gaza dans leur localité. L'université Ben Gurion du Negev, qui est pas loin, a des étudiants provenant de Gaza sur son campus. Donc il faut un peu de discernement. Voilà. Absolument. Allez, on se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on continue de débattre et de commenter l'actualité. L'actualité, c'est la sanction à l'encontre de Raquel Garrido. La députée LFI de Seine-Saint-Denis vient d'être mise en retrait par le groupe LFI à l'Assemblée nationale. La raison, elle aurait nui, je cite, je mets des guillemets, au bon fonctionnement collectif. Alors, elle est interviewée par Le Parisien aujourd'hui en France. On lui pose la question, est-ce une sanction ou une purge? Elle dit, c'est une sanction très sévère qui est humiliante. La durée de la sanction est la même que celle d'Adrien Quatennens. Donc, il y a plusieurs choses. Il y a effectivement la durée de cette sanction, puis il y a la sanction en elle-même. Je ne sais pas qui veut... écoutez, après, Baptiste. On nous expliquera la main sur le cœur que la France Insoumise est un parti démocratique. On nous expliquera la main sur le cœur qu'il est crédible pour défendre la 6ème République. Alors qu'on voit bien chaque jour que c'est un mouvement où la volonté d'un seul homme s'impose à tous. Où une députée qui n'est pas d'accord avec le Deus ex machina écope de la même sanction qu'un député qui reconnaît avoir giflé sa compagne. Et enfin, pour faire une forme de parallèle avec ce que je traverse dans le cadre du parti où un membre de la direction de ma fédération me traduit devant la commission pour exclusion, on ne sait pas bien si c'est pour un soutien à une candidature dissidente au sénatorial ou si c'est parce que j'ai toujours dit clairement les choses concernant la NUPES. Faut-il quand même un tel niveau de déconnexion des organisations partisanes parfois ou de certains de ces dirigeants, quand on voit les files alimentaires qui ne cessent de s'allonger, quand on voit la question du pouvoir d'achat, quand on voit la situation internationale que l'on a évoquée, pour se perdre dans des procès de Moscou qui n'intéressent personne et qui contribuent quelque part à discréditer la politique et à discréditer les organisations. Non, moi je trouve vraiment que cette sanction n'honore pas la France Insoumise, n'honore
pas, c'est le moins qu'on puisse dire, la politique. La politique, c'est d'accepter le débat contradictoire dans le respect, d'accepter les contributions. Et quand même, il y a un paradoxe quand on se présente comme les parangons de la démocratie nouvelle, et quand, dès lors que le chef n'est pas content, eh bien, on rapplique au premier chef pour soutenir cette thèse. C'est la marque de, pardon, c'est la marque quand même de tension. C'est la marque de tension interne extrêmement forte dans ce parti, de ligne de clivage très forte aujourd'hui. Alors effectivement, le chef a toujours raison, mais en même temps, on voit quand même émerger autour de François Ruffin, autour effectivement de Garrido Corbière, autour de Clémentine Autain, une ligne alternative et dissidente, et qui est très forte, qui n'est pas majoritaire. Pour l'instant, on ne voit pas émerger de courage politique. Non, parce que personne n'a le courage de putcher, quoi, et de dire on s'en va. Et puis ils font semblant de découvrir le truc. Ils font semblant de découvrir le truc, mais honnêtement, c'est de la tartufferie à l'état pur. Enfin, je veux dire, la 6e République, quand on est incapable d'avoir de la démocratie interne dans un parti, on n'explique pas qu'on va démocratiser le pays. Sur une antenne, on entend effectivement Clémentine, on pose la question à Clémentine Autain, donc la conclusion logique de tout ce que vous dites, parce qu'elle a été quand même très sévère. Je m'en vais. Ah bah non, c'est ma famille politique. Bon bah ok, on a compris, au revoir. Donc c'est la même chose. Voilà, faut pas. Moi j'ai juste un truc à dire, c'est qu'on va pas s'étonner, parce que chaque jour ça le confirme dans tous les sujets, dans tous les registres du jeu, de la dérive autocrate à la sud-américaine. De Jean-Luc Mélenchon, c'est tout. Voilà, il est sorti du champ démocratique. Moi, j'ai plutôt de l'amitié pour Alexis Corbière, parce que c'est un vrai républicain, un vrai laïc, à la différence de beaucoup de gens qui l'entourent. Voilà, j'ai eu des vraies discussions avec lui entre 2017 et 2022, et chez LFI, j'en ai pas eu beaucoup, mais avec François Ruffin, Raquel et Alexis, en l'occurrence, on arrivait à trouver des points de convergence qu'on n'arrive pas à trouver aujourd'hui dans l'entourage proche de Mélenchon, où effectivement, c'est davantage un fan club qu'un parti politique, et la parole du leader minimum doit être respecté ubi et orbi, quoi. C'est absolument dingue ce qui est en train de se passer, surtout que Raquel Garrido n'a rien dit d'infamant ou de dramatique, donc enfin bien au contraire. Dans cette actualité dramatique, je dirais que c'est presque rigolo, mais ça serait rigolo si c'est pas quelqu'un qui aurait pu accéder au pouvoir. J'espère que ce qu'il fait aujourd'hui est en train de le décrédibiliser à jamais, mais on voit bien, s'il était arrivé au pouvoir, il n'aurait pas fait la 6e République, il aurait fait une monarchie républicaine dans son excellence. De la conflictualisation, surtout dans tout, finit même par aborder sa propre formation politique, puisque aujourd'hui, et vous avez raison de le dire, il y a des personnalités issues de la France insoumise, François Ruffin, Clémentine Autain, Raquel Garrido, Alexis Corbière, qui sont tout à fait intéressantes, avec lesquelles on peut discuter, qui ont dit clairement les choses sur le conflit international, qui ont dit clairement les choses, je le rappelle aussi, au moment de la réforme des retraites, où la stratégie, alors là on ne sera pas d'accord, mais où la stratégie de Jean-Luc Mélenchon a empêché que finalement nous puissions avoir un vote sur l'article qui visait à repousser l'âge légal de départ à la retraite, et dont nous savons bien aujourd'hui qu'il n'y avait pas de majorité dans l'hémicycle pour la voter. Donc cette stratégie du bruit et de la fureur conduit la gauche dans une impasse. Je crois qu'il est temps maintenant d'en sortir, et c'est bien que des personnalités de la France insoumise s'émancipent, mais maintenant il faut aller au bout de la logique. Je pose la même question, je repose la question que posait Mickaël Darmon. Pourquoi ne s'en vont-ils pas? Mais parce qu'ils considèrent... Comment peut-on cohabiter avec autant de tensions et autant de mais parce que sans doute ils considèrent aussi que finalement, c'est ce qu'elle dit quelque part dans son interview au Parisien, elle dit mais moi je suis autant insoumise que Jean-Luc Mélenchon. Donc je pense que eux, ce qu'ils essayent de faire, de ce que je comprends, c'est de mener une forme de rapport de force à l'intérieur de la France insoumise. Là où ils vont se heurter à un mur, c'est que la France insoumise n'est pas une force politique démocratique. On peut dire ce qu'on veut du Parti socialiste, on peut dire ce qu'on veut d'un certain nombre de formations politiques, des Républicains, mais dans ces formations-là, il y a des votes pour désigner le référent local, le référent national, etc. Ce n'est pas le cas de la France insoumise, où tout est... Je suis d'accord, évidemment. D'autant plus on a vu comment la purge s'est passée quand il a fallu réorganiser le parti et que Manuel Bompard est devenu le coordinateur, et tous les compagnons de route de Jean-Luc Mélenchon, Garrido en tête, se sont retrouvés la tête tranchée politiquement un matin sans avoir été prévenus. L'inquiétude quand même, c'est qu'une fois qu'on a posé tout cela, on l'a évoqué tout à l'heure, 14% encore, selon le dernier sondage des Français, considèrent qu'ils peuvent accorder leur vote à Jean-Luc Mélenchon. Ça fait un certain nombre de millions quand même d'électeurs français, et ça, c'est effectivement, ça montre à quel point il y a une envie autoritaire en France. Oui.
Oui, le peuple français a toujours été un peuple qui a adoré guillotiner les rois, mais qui demandait son retour le lendemain de la guillotine. Enfin, je veux dire, c'est effectivement, on l'a bien vu au moment des Gilets jaunes, où l'égérie, c'était De Villiers, un général d'armée, pour reprendre le pouvoir derrière et pour remettre de l'ordre. Enfin, je veux dire, mais en même temps, la réforme, mais qui aime la révolution et l'ordre. Mais en même temps, il était à 21%, il est plus qu'à 14% aujourd'hui. Donc, moi, je pense qu'il y a aussi une attente, en tout cas dans le peuple de gauche, je l'espère, d'une gauche républicaine, d'une gauche solidaire, européenne. Cette gauche-là, elle ne doit pas seulement... Mais la politique, c'est de la dynamique. Il ne faut pas se résoudre à suivre une ligne que l'on conteste juste parce que le confort des sondages. Et donc, il faut travailler. Il faut travailler sur le fond. Il faut travailler sur le fond. Tant que la gauche est définie, tant que la gauche inclut LFI, de toute façon, elle ne reviendra pas au pouvoir. Jamais. Je changer de tête. Merci à tous les quatre. Dans un instant, André Berkoff. Très bonne journée sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Si vos tiroirs font